Frères humains, laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé. On n'est pas votre frère, rétorquerez-vous, et on ne veut pas le savoir. Et c'est bien vrai qu'il s'agit d'une sombre histoire, mais édifiante aussi, un véritable conte moral, je vous l'assure. Ça risque d'être un peu long. Après tout, il s'est passé beaucoup de choses. Mais si ça se trouve, vous n'êtes pas trop pressé. Avec un peu de chance, vous avez le temps. Et puis, ça vous concerne. Vous verrez bien que ça vous concerne. En 2006, un écrivain franco-américain inconnu de 39 ans, Jonathan Littell, publie un roman choc, Les Bienveillantes. Scandaleux pour les uns, chef-d'œuvre pour les autres, il met en scène la longue confession d'un officier nazi, Max Aue, créature imaginée par l'auteur, qui va sillonner l'Europe au fil de l'avancée de l'armée allemande vers l'Est. Max Aue est chargé d'établir des rapports sur l'avancée du projet nazi d'extermination et sur l'état des troupes allemandes. Intégré aux unités des Einsatzgruppen, les commandos responsables de l'assassinat par balle de près d'1,5 million de Juifs et de supposés ennemis du Reich, Max Aue ne nous épargne aucun détail, ni de l'horreur absolue à laquelle il va peu à peu participer, ni de ses propres démons intérieurs. Max Aue n'exprime aucun remords, mais il entend s'expliquer sur les circonstances de ses actes. Le roman se présente comme le compte-rendu fidèle, clinique, de ce qu'il a vu et de ce qu'il a fait au cours de cette traversée de l'enfer. C'est un des débuts de roman qui m'a le plus marqué. Ô vous, frères humains, laissez-moi vous raconter. Ce contrat de lecture, en fait, il est impossible à refuser. La personne qui dit « Ô vous, frères humains » est votre pire ennemi. Je veux dire, c'est pas plus que ça. C'est que, si vous voulez, c'est la personne que l'on souhaiterait, qu'il serait si confortable de pouvoir exclure de l'humanité. Le défi du livre, c'est qu'effectivement, nous faisons partie du même univers. Le prix Goncourt 2006 a été décerné au premier tour de scrutin au roman de Jonathan Littell, Les Bienveillantes. C'était un ouvrage proprement monstrueux. C'est quand même une brique de presque 900 pages. Monstrueux également par le sujet qui est le sien, qui est la confession. L'Académie française a récompensé aujourd'hui Les Bienveillantes de l'américain Jonathan Littell. C'est aussi l'une des meilleures ventes de cette rentrée. Fait rarissime, Jonathan Littell n'a pas cru bon de venir chercher lui-même son prix. L'écrivain explique qu'il préfère rester en retraite. C'est un livre d'ado attardé, fasciné par ce sujet qui écrit comme Tolstoï qu'il a lu avant-hier. Franchement, c'est très problématique d'écrire une fiction sur la Shoah. Ça veut dire que il y a une complaisance. Mais enfin, l'événement est quand même d'une portée historique et d'une portée métaphysique et humaine telle que ça vaut pour l'éternité. De quoi avez-vous peur ? C'est un livre sur le mal. Absolument. Claude Lanzmann, pour vous, on ne devait pas écrire ce livre. En tout cas, moi, je l'éprouve différemment, dans une espèce de tension très dure, la lecture de ce livre. Comment pourrait-elle ne pas être pénible, la lecture de cet événement-là? C'est forcément pénible. Vous disiez tout à l'heure... mais ce qui est pénible, mon cher Sampoun, c'est d'être dans la tête d'un tueur. Vous disiez, le personnage est en contradiction. Est-ce qu'un SS peut être comme ça? Non. Évidemment. C'est un roman. C'est un roman. D'accord. Ça va être la référence littéraire pour le siècle à venir.
Ça, ah oui, je prends les paris. C'est pas un événement de la rentrée littéraire, c'est un événement du siècle. Non mais là, nous avons affaire à un fanatique, là. Non. Fanatique? Continuez. Je ne sais pas où vous étiez en février, mars 1945. Je faisais la guerre contre les Allemands. Moi, j'étais je me battais. déporté. Je sais, mais écoutez, on va pas se Non, mais c'est pas ça. On tirait maintenant à un fusil par juif, un coup dans la poitrine au niveau du cœur. Souvent cela ne suffisait pas à tuer et un homme devait descendre dans la fosse les achever. Il y avait trop de coups qui ne portaient pas et c'était effectivement un problème. Enfin, Graf Horst fit amener une nouvelle fournée de juifs. Ceux-ci furent placés face à la fosse, mais les tireurs de la Waffen-SS visèrent la tête plutôt que la poitrine. Le résultat fut effroyable. Le haut du crâne volait en l'air, les tireurs recevaient des éclaboussures de cervelle dans le visage. Un des tireurs volontaires de la Wehrmacht vomissait et ses camarades se moquaient de lui. On changea encore une fois de méthode. Blobel fit ajouter des tireurs et y tirait à 2 dans la nuque. Hafner administrait lui-même le coup de grâce quand il le fallait. Historiquement, on apprend beaucoup de choses dans Les Bienveillantes. On voit à l'œuvre cette bureaucratie SS. Là, on la voit vraiment fonctionner de près. Tout comme on voit de près fonctionner les unités mobiles, les Einsatzgruppen. Little pose un nombre de questions énormes, vraiment essentielles. Et c'est ça, évidemment, la grande réussite du livre, c'est de perturber le lecteur, on n'est pas à la place du bourreau, c'est pas si simple, mais on réfléchit avec lui, à côté de lui. On peut pas lire ça, on peut pas lire 5 pages tous les soirs, ça marche pas. On est emporté par ce livre, il faut du temps. C'est un livre qu'on ne peut pas lire sans avoir envie de vomir. Il y a des passages historiques qui dépassent tout ce que les historiens ont pu dire dessus. Seul un livre de cette nature, horrible, transgressif, peut permettre d'accéder à une période qui était elle-même horrible, transgressive. Et ça, un livre d'histoire ne peut pas y arriver. Si vous me posez la question, est-ce que c'est un bon livre? Alors je vous la pose. Je ne saurais pas y répondre. En un sens, un livre qui fait un pareil effet ne peut pas être un mauvais livre, mais c'est pas non plus un bon livre. C'est un livre extraordinaire, c'est un ovni. Jonathan Littell, c'est vraiment un drôle de personnage.
Oui, ce garçon est tout à fait étonnant. Je vous rappelle qu'il a donc 39 ans, qu'il est né à New York, mais qu'il a passé son bac en France, à Paris, au lycée Fénelon. Il a d'ailleurs écrit son livre en français. Il a publié auparavant un seul livre, il y a 20 ans, sorte de roman de science-fiction qu'il juge lui-même raté. C'était une commande pour une série assez merdique, dit-il. Les Bienveillantes ont déjà été vendues à plus de 250 000 exemplaires, mais sans promo ou presque, puisque Jonathan Littell a refusé toutes les interviews télé. When I wrote the book, I never even thought it would be published. And when it was published, I thought they would sell 3,000 copies. So I wasn't really speculating on anything. It turned out I got lucky, but it wasn't a speculation. In my work in general, I'm not interested in provocations. I'm not interested in challenging things that are out there. I'm trying to figure out things for myself. That's the only thing that interests me. It's things I don't understand and then I feel like I have to understand them better. C'est certainement un dandy. Il ne s'habille pas comme un des mortels. Je l'ai vu à plusieurs reprises, revêtu d'une sorte de redingote qui attirait le regard, qui n'était pas le manteau ou la veste de tout le monde, quoi. Donc, oui, en plus, sa manière très élégante de fuir les caméras, les objectifs, de ne pas se prêter à la construction d'un personnage public est à la fois une manière de contredire ce personnage de dandy et de lui donner plus de consistance d'une certaine manière. Voilà, donc c'est un personnage assez intéressant et intriguant. Avant de publier son roman, Jonathan Littell a travaillé plusieurs années pour différentes organisations humanitaires. En Bosnie, en Tchétchénie, il a vécu le quotidien de la guerre, a côtoyé quantité de criminels. Une expérience qui a peu à peu nourri son projet littéraire, qui s'appuie sur un travail de documentation colossal. Pendant 5 années, Littell a sillonné ses routes, celle d'une Europe orientale meurtrie, lardée des cicatrices de l'histoire, empruntant le même chemin que son personnage Max Auer, dévorant l'immense littérature existante sur le nazisme et sur l'Holocauste, jusqu'à ce qu'il se sente prêt à voir par les yeux de sa créature, à penser par son esprit. Je pouvais maintenant distinguer 3 tempéraments parmi mes collègues. Il y avait d'abord ceux qui, même s'ils cherchaient à le cacher, tuaient avec volupté. Puis il y a ceux que cela dégoûtait, mais qui tuaient par devoir, en surmontant leur répugnance par amour de l'ordre. Enfin, il y a ceux qui considéraient les Juifs comme des bêtes et les tuaient comme un boucher égorge une vache, besogne joyeuse ou ardue, selon l'humeur et les dispositions. Et moi, alors ? Cette réponse, je la cherchais encore. La passion de l'absolu y participait, comme y participait, je m'en rendis compte un jour avec effroi, la curiosité. J'étais curieux. Je m'observais en permanence. C'était comme si une caméra se trouvait fixée au-dessus de moi, et j'étais à la fois cette caméra, l'homme qu'elle filmait, et l'homme qui ensuite étudiait le film. Souvent la nuit, je ne dormais pas, je fixais le plafond, l'objectif ne me laissait pas en paix. Mais la réponse à ma question continuait à me filer entre les doigts. So I just wanted to ask for you to speak a little bit about Max Auer and his point of view. I'm not sure I have much to say about Max. I mean,
very talkative himself, and so he can manage his own talking. La façon dont je conçois la littérature, c'est justement d'essayer de faire quelque chose qui vous échappe. Donc c'est un peu le but. C'est si l'auteur maîtrise complètement et qui ne fait que décrire quelque chose qu'il sait déjà, ça n'a aucun intérêt. Et donc l'idée, c'est justement de créer un dispositif littéraire, avec la langue, le style, justement de voir où ça part, quoi. Donc, mais voilà, moi j'ai choisi d'essayer. Après le résultat, c'est pas à moi de le juger. Il y a à la base quelque chose d'impossible à faire, c'est-à-dire faire raconter la Shoah, la destruction des Juifs d'Europe, le mécanisme génocidaire du point de vue du bourreau. Un bourreau ne parle pas, ne dit pas la vérité. S'il parle, c'est pour se justifier. Ou alors il est de mauvaise foi, bon, c'est d'ailleurs compatible, mais il n'a pas intérêt à être juste. Historiquement. Donc là, il y a quelque chose d'impossible à faire. Et pourtant, Little y va. C'est vrai qu'on a souvent eu peur que ce livre donne accès à une mentalité criminelle et donc produise des effets criminels. Mais la littérature, ça ne marche pas comme ça. Il y a plusieurs théories de la lecture. On ne lit pas seulement par identification. On peut lire aussi à côté ou même contre. On peut être révolté par ce qu'on lit. Il n'y a pas que l'identification. Ce que permet le personnage de Max Howe tel qu'il est construit puisque c'est un personnage totalement fictionné, c'est même d'une certaine manière la seule fiction de ce livre. Ce qu'il permet, ça n'est pas une identification qui pour moi est quasi impossible, mais une façon d'avoir une démarche subjective, c'est-à-dire de voir par ses yeux et donc d'être à peu près partout dans le monde de cauchemar que les nazis ont produit, alors que physiquement, humainement, il était impossible de parcourir tout cet espace. Ce personnage nous permet de le parcourir pour ce voyage très particulier. When I was translating it, I became very wrapped up in the character, and I actually started dreaming like him. I became him for a while, and it was scary. I can't really remember them. I sort of blocked them out. But I actually became the character, so I sort of was seeing things through his eyes. Like the descriptions of different massacres. I mean, I've seen pictures of them, and I've seen documentaries and films, but it's different when you're actually, somehow when you read it, it goes into you and becomes part of you. It's different from seeing something. I think when Jonathan wrote the book, I think one of the things that he was interested in was how the reader becomes implicated in the story. And so it's not just a cold clinical way of reading something. We become part of what's happening. And that's what's also so difficult for the readers, because what he's describing is atrocious and it's horrible, but we keep wanting to read. And so I think Jonathan was interested in how we are, as readers, are complicit in the story, in the same way that a Nazi might become complicit even though he doesn't want to. Like the narrator at first is very reluctant. And I think part of the story is how the bureaucracy sort of sucks you in and makes you do things. Max Howe poursuit sa route. En Ukraine, en Crimée, au Caucase, il continue d'assister aux exécutions de masse qui rythment l'avancée de l'armée allemande en territoire soviétique. Même s'il est un nazi convaincu, Max Howe exprime à plusieurs reprises ses réserves sur l'obsession antisémite du régime. Mais en officier consciencieux, il tient à se montrer solidaire de ses collègues et à obéir aux ordres de Berlin, aussi criminels soient-ils.
Près de moi, on amenait un autre groupe. Mon regard croisa celui d'une belle jeune fille. Elle était encore vivante, à moitié retournée sur le dos, une balle lui était sortie sous le sein et elle haletait, pétrifiée. Elle me fixait avec ses grands yeux surpris, incrédules. Je voulais de tout mon cœur me pencher et lui essuyer la terre et la sueur mêlée sur son front, lui caresser la joue et lui dire que ça allait, que tout irait pour le mieux. À la place, je lui tirais convulsivement une balle dans la tête. À la pensée de ce gâchis humain insensé, j'étais envahi d'une rage immense, démesurée. Je continuais à lui tirer dessus et sa tête avait éclaté comme un fruit. Alors mon bras se détacha de moi et partit tout seul dans le ravin, tirant de part et d'autre. Je lui courais après, mais il ne voulait pas. Il me narguait et tirait sur les blessés tout seul, sans moi. Enfin, à bout de souffle, je m'arrêtai et me mis à pleurer. Maintenant, pensais-je, c'est fini. Mon bras ne reviendra jamais. Pour le dire franchement, très rapidement, c'est un livre qui m'est apparu comme étant insoutenable, quoi. Mais pas simplement insoutenable mais absolument à l'encontre d'une certaine manière de la façon dont il aurait fallu s'y prendre. Ça m'est apparu très rapidement, disons effectivement comme une forme de voyeurisme et de complaisance. Et très rapidement, d'ailleurs, dès la deuxième page, hein, certaines expressions, effectivement, lorsqu'il dit que son esprit s'échauffe comme un four crématoire, je dis, j'aurais pu arrêter le livre là. Les livres ne sont pas neutres, hein. Ils n'ont pas, on n'a pas un rapport de simple neutralité, etc. Ils ont des effets très puissants sur nous. Ils peuvent changer nos vies. Et au bout du compte, effectivement, est-ce que l'œuvre augmente notre part de solidarité et d'humanité commune, aussi bien en l'homme que dans la cité, ou est-ce que ça le dégrade et ça le diminue? Il n'y a pas d'artiste, de grand artiste, qui ne puisse pas se poser. C'est la question fondamentale. Look, I honestly don't really pay much attention to criticism. I mean, when a painter is painting a horrible, atrocious painting of massacres, the only thing that's going through the painter's head is, I need a little bit more green up there, and over there I should put some yellow. And when you're writing a book, whether it's a book like mine or a much nicer book, most of the time you're just thinking about, should I use the imperfect or the past perfect? Which should I be putting an adverb here or not? You know, this is the way you think when you're writing. You're thinking about the form. Anybody who writes a book about the war, particularly the Holocaust, when it comes into the Holocaust, is stepping into a minefield, a famously dangerous minefield. All these questions of representation, what is it permissible to represent? How can you represent something that you did not experience yourself? The ethics of representation. So he's going in, but his interests are not documentary. This is not a book that's supposed to show you what World War II looked like. It is a specifically literary endeavor that is, I would say, interested in a much larger set of questions about the limits of morality. So, for example, there's a famous scene in the book, a kind of notorious scene in the book, where Awa is present at the massacre at Babi Yar. And he describes, and it's very graphic, how he's slipping on the dead bodies and there's excrement and blood and he's slipping in the shit and the bones are crunching and it's extremely, but
I think the point is, that's real. I mean, that really happened. I can't censor an author's desire to sort of push your face in that disgusting reality, because it was disgusting. I think his point would be that by the year 2006, a set of conventions had grown up about how to represent the Holocaust that were actually averting our gaze from the events rather than focusing our gaze on the events. Pour ce que j'ai fait, il y avait toujours des raisons. Bonnes ou mauvaises, je ne sais pas. En tout cas, des raisons humaines. Ceux qui tuent sont des hommes, comme ceux qui sont tués. C'est cela qui est terrible. Vous ne pouvez jamais dire « je ne tuerai point ». C'est impossible. Tout au plus, pouvez-vous dire « j'espère ne point tuer ». Moi aussi, je l'espérais. Et j'ai passé les sombres bords, et tout ce mal est entré dans ma propre vie, et rien de tout cela ne pourra être réparé. Jamais. Les mots non plus ne servent à rien. Ils disparaissent comme de l'eau dans le sable, et ce sable emplit ma bouche. Je vis, je fais ce qui est possible. Il en est ainsi de tout le monde. Je suis un homme comme les autres. Je suis un homme comme vous. Allons, puisque je vous dis que je suis comme vous. On n'est pas né nazi. C'est des situations historiques qui ont fait qu'une quantité considérable de gens se sont retrouvés des assassins. Et la question, c'est comment ça se fait? Et comment ça se fait que tant de gens qui n'étaient pas du tout prédisposés à ça, et je ne parle pas très consciemment des sadiques et des fous criminels qui se sont venus se greffer là-dessus, mais eux, ça ne compte pas. Je veux dire, c'est de l'épiphénomène. Ce qui compte, c'est les gens absolument normaux. Ça aurait pu être moi, ou ça aurait pu être vous, ou ça aurait pu être n'importe qui. Le 10 janvier 1944, un petit garçon est arrêté par la police française, sur ordre de la Gestapo. Il s'appelle Boris Cyrulnik. Il a 6 ans. Il parvient quelques heures plus tard à s'échapper. Ses parents, eux, sont assassinés à Auschwitz. J'ai découvert le livre de Jonathan Littell avec curiosité, parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette curieuse exploration? Généralement, on prend position pour ou contre. Or, lui, il a pris une position différente. Je suis qui je suis, mais je me décentre de moi pour chercher à me représenter le monde mental d'un nazi. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est important, l'empathie avec un bourreau. C'est important de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un criminel pour prévenir. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de son développement ou autour de lui pour que cet homme, plus souvent que cette femme, passe à l'acte et devienne un criminel incroyable? Je pense que ça nous permet de découvrir comment quelqu'un qui n'est pas un monstre peut commettre un acte monstrueux. On a beaucoup parlé après la guerre pour essayer d'expliquer ce qui s'était passé, de l'inhumain. Mais l'inhumain, excusez-moi, cela n'existe pas. Il n'y a que de l'humain, et encore de l'humain.
Pour moi, il n'y a pas de problème à comprendre un bourreau. Il y a une nécessité de comprendre un bourreau, puisque les politiques de mémoire, on le sait aujourd'hui, n'ont pas fonctionné. L'antisémitisme est toujours là, les génocides se sont reproduits, la guerre est revenue. Donc il y a véritablement un échec de la littérature, des politiques, et il faut vraiment s'emparer de ce sujet. Après, effectivement, pour un certain nombre de personnes, on entend comprendre, c'est déjà, c'est presque pardonner, c'est ouvrir une porte qu'il ne faut même pas ouvrir. Depuis mon enfance, j'étais hanté par la passion de l'absolu et du dépassement des limites. Maintenant, cette passion m'avait mené au bord des fosses communes de l'Ukraine. Ma pensée, je l'avais toujours voulu radicale. Or, l'État, la nation avait aussi choisi le radical et l'absolu. Comment donc, juste à ce moment-là, tourner le dos, dire non et préférer en fin de compte le confort des lois bourgeoises, l'assurance médiocre du contrat social? C'était évidemment impossible. Et si la radicalité, c'était la radicalité de l'abîme, et si l'absolu se révélait être le mauvais absolu, il fallait néanmoins, de cela au moins j'étais intimement persuadé, les suivre jusqu'au bout, les yeux grands ouverts. I think like all significant works of literature, this one raises very important questions, not only about life, about the war, about the Holocaust, but maybe more interestingly, about art and art's ability to make us think about violence and horror. Im deutschsprachigen Raum sah man es ein wenig befremdend beziehungsweise manchmal auch belustigend, dass der Roman von Jonathan Littles einen so großen Erfolg in Frankreich hatte, also zu einem wahren Bestseller wurde. Und manche sahen das ironisch, auch diese Faszination Frankreichs mit dem Nationalsozialismus, mit Tätern, während man in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum sich schon sehr viel länger mit diesen Themen auseinandersetzt und es für die meisten oder für viele kein Novum mehr war. Die meisten von uns haben im Keller oder auf dem Dachboden ein Fotoalbum, Briefe, irgendetwas, das mit dem Nationalsozialismus zu tun hat und unseren Großeltern. Dass es sicherlich Repressionen gab, dass es sicherlich gesellschaftlichen Druck, politische Überwachung, Gewalt, Terror gab, aber dass man damit alleine nicht das Mitmachen der vielen erklären kann. Genauso wenig wie man Ideologien, Antisemitismus, die eine wichtige Rolle gespielt haben, alleine sind noch nicht Erklärungen dafür, warum unsere Großväter dann an der Front töteten und sich an massenhafter bzw. auch an genozidaler Gewalt beteiligten. Le problème, c'est que des hommes sains, des femmes saines d'esprit, se sont laissés entraîner dans un raisonnement délirant, pervers, sans eau, parce qu'ils avaient perdu toutes leurs aptitudes à juger. Puisqu'on vit dans des mondes de représentation, on peut habiter une représentation coupée de la réalité. C'est-à-dire que les êtres humains, le simple fait de parler, le simple fait d'être capable d'habiter un monde sans perception possible, nous rend aptes au délire. On peut, c'est Freud qui disait ça, la parole a un implicite délirant, puisqu'on est capable, avec des mots, de créer un monde. Si on habite ce monde sans jugement, sans le juger, on est capable de crimes de masse sans culpabilité.
Max Auer est l'un des rouages chargés de mettre en place ce nouveau monde nazi. À ses côtés, nous découvrons toute la machinerie, la logistique du génocide. Nombre d'exécutions possibles par jour. Nombre de troupes nécessaires. Profondeur des fosses. Ratio perte-profit parmi la main-d'œuvre forcée des camps de concentration. Coût et capacité des fours crématoires, des chambres à gaz. Tout doit être pensé, calculé. L'avènement de la nouvelle société voulue par Hitler nécessite une organisation sans faille. Quand on regarde le profil de l'encadrement des Einsatzgruppen, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs groupes de personnes qui sont, d'officiers qui sont ici. Ces groupes sont culturellement très homogènes. Je dirais que entre 60 et 75% d'entre eux sont titulaires d'un doctorat. Très souvent, ces doctorats sont en droit, mais il y a aussi énormément de gens qui sont économistes, linguistes, philosophes, littéraires, etc. Et la présence de ces intellectuels ne manque évidemment pas d'interroger. Max Auer n'est pas tout seul. Alors, on peut émettre l'hypothèse que ces gens ont été choisis parce que, ayant fait des études relativement poussées, ils possédaient un art de l'argumentation et de la conviction qui leur était utile au moment où il fallait justifier auprès de gens qui n'avaient jusqu'ici jamais tué, de mettre en place des opérations génocides, c'est-à-dire non seulement des exécutions d'hommes, mais aussi de femmes et d'enfants. Et c'est évidemment dans ce dernier point, bien sûr, que ces trésors de conviction nazis ont été les plus importants. Le voyage se poursuit. Dans les pas de Max Auer, nous rencontrons toute une partie de ces cadres du génocide, des personnages historiques compromis dans la solution finale. Arrivé en Pologne, désormais annexée, Max Auer est ainsi reçu par Hans Frank, le gouverneur général, dans son palais de Cracovie. Hans Frank, lui-même juriste, sera condamné à mort au procès de Nuremberg pour l'extermination de la quasi-totalité de la communauté juive de Pologne. Je sentis un choc contre ma botte et baissai les yeux. Une automobile à pédales multicolores, conduite par un bel enfant blond, venait de me heurter. L'enfant me regardait avec un air sévère, sans rien dire, ses petites mains potelées, agrippées au volant. Il devait avoir 4 ou 5 ans et portait un joli petit costume pied de poule. Je souris, mais il ne disait toujours rien. Alors je compris et m'écartai avec une courbette. Il se remit à pédaler furieusement. Il fonçait tout droit, sans faire attention aux gens qui devaient s'écarter sur son chemin. Arrivé à la hauteur du buffet, il s'arrêta pour aller prendre un morceau de gâteau. Mais son petit bras était trop court. Je le rejoignis et lui demandai « Lequel veux-tu » Toujours muet, il désigna du doigt une Sachertorte. « Est-ce que tu parles allemand » lui demandai-je. Il prit un air indigné. « Bien sûr que je parle allemand. » Alors, on a dû t'apprendre à dire « bitte ». Il secoua la tête. Moi, je n'ai pas besoin de dire « bitte ». Et pourquoi cela? Parce que mon papa, c'est le roi de Pologne et tout le monde ici doit lui obéir. Und so weiter. Und dann reicht er mir das Stück Kuchen. Und das mit dem Trehtau, das stimmt, mit dem Anzug, wobei ich das Pepita-Hahntritt ist mir nicht so bekannt. Ich hatte immer diesen Pepita-Sachen an und habe mich so benommen, wie es er hier beschreibt. Hochmütig bis dahin aus. Also für mich war diese Kinderzeit, als mein Vater Generalgouverneur war und meine Mutter Königin von Polen, war eine wunderbare Zeit. Ich dachte, Polen gehört uns, meinem Vater, den Franks, und hier lässt sich's gut leben. Und hier die Reaktion in Deutschland auf das Buch war, soweit ich mich erinnere, sehr schlecht. Im Grunde kam heraus, dass nur die Deutschen über den Holocaust und über die Zeit des Dritten Reichs richtig schreiben können. Ausländer bitte nicht.
Und das fand ich richtig lächerlich. Was mich richtig nochmal mitgenommen hat, dass er sehr genau beschreibt all diese Erschießungen und Quälereien, die wir den Völkern und den Juden angetan haben. Diese krummnasigen Raubpiraten, diese Sendboten der Vernichtung, diese Elendswichte und Nachtgaukler, dieses verdammte Misch- und Börsengesindel, das geht nun einmal nicht. Der Deutsche mag den Juden nicht, der Jude den Deutschen nicht, infolgedessen muss der Jude weg. Dabei war mein Vater nicht mal ein richtiger Antisemit, obwohl er die furchtbarsten Sätze über die Judenvernichtung gesagt hat. Er war für meine Begriffe ein richtiger Karrierist und er hatte beinahe eine homosexuell enge Zuneigung zu Hitler. Der US-Psychologe Gilbert hat ihm ja im Nürnberger Gefängnis auch eine versteckte Homosexualität unterstellt. Mein Vater war ein hochgebildeter Mensch und er war überhaupt kein Monster und er war überhaupt nicht krank, auch nicht geisteskrank. Der wusste ganz genau, in welchem verbrecherischen Regime er mit drin ist. Keiner von den Verbrechern war geisteskrank. Und sie haben es trotzdem gemacht. Sie haben es trotzdem gemacht. Le vent soufflait assez fort. Il fallait cligner des yeux pour ne pas être aveuglé par la neige fine soulevée de la surface du sol. Je regardais le tas enneigé à côté de moi et vis qu'il était formé de cadavres. Entre deux bourrasques, j'aperçus un panneau. Stalingrad, entrée interdite, danger de mort. Je me tournai vers mon voisin. C'est une blague? Il me regarda d'un air éteint. Non, pourquoi? À Stalingrad a déjà commencé la bataille décisive qui va sonner le début de la défaite allemande. Au cœur du champ de bataille, Max Aue est atteint d'une balle en pleine tête. Plongé dans un coma profond, il survit miraculeusement. Mais la folie destructrice qui l'entoure le gagne peu à peu, à mesure qu'il s'enfonce toujours plus loin dans l'enfer blanc. Qu'est-ce qu'un trou, un vide? C'est ce qu'il y a dans la tête quand la pensée ose chercher à se fuir, à se détacher du corps, à faire comme si le corps n'existait pas, comme si on pouvait penser sans corps, comme si la pensée la plus abstraite, celle de la loi morale au-dessus de sa tête comme un ciel étoilé par exemple, n'épousait pas le rythme du souffle, la pulsation du sang dans les veines, le grincement des cartilages. Envoyé en convalescence à Berlin, puis dans le sud de la France, Max Aue retrouve la maison où il a passé une partie de son enfance, à Antibes. Toute la violence accumulée depuis le début du roman se mue au fil des pages en violence pornographique, traduisant les obsessions sexuelles et eschatologiques de Max Aue. Amoureux fou de sa sœur jumelle, Una, avec laquelle il a entretenu une relation incestueuse et qui désormais le rejette, il succombe à ses fantasmes les plus obscènes et brise le dernier interdit, le matricide, dont le spectre plane sur toute la dernière partie du roman. Quelqu'un qui ne respecte pas l'interdit peut tuer, violer, pratiquer l'inceste, manger des excréments. Il se croit tout permis, ce qui est la définition de la perversion, c'est-à-dire que seul mon désir compte. La seule loi, c'est celle de mon désir. Donc la proximité entre la sexualité transgressive et les meurtres de masse est très grande, parce que ça permet d'assouvir les fantasmes en obéissant.
c'est le chef qui nous donne l'ordre d'assouvir nos fantasmes qu'on n'aurait jamais eu le courage d'exprimer. Pour moi, le mal, c'est un effet, c'est un résultat, mais ce n'est pas une chose qui est là. Il y a l'état de fait de l'organisation humaine au niveau individuel et au niveau collectif. Il y a des processus. Quand on est en train de tuer des gens dans une tranchée, et tout ce que je décris à certains moments du livre. Le type, il est là, il est au milieu du sang et de la merde du matin au soir. Il est là avec son nez, il est là avec ses yeux, il est là avec ses oreilles, il respire ça l'imbibe quelque part, ça a forcément un effet. C'est un peu ce qu'on retrouve dans l'expérience des psychopathes. C'est aussi cette question du manque de limites corporelles, quasiment de il fait quoi mon corps ? Le jour venu, toujours nu, je chaussais des souliers pour ne pas me salir les pieds et allais explorer cette grande maison froide et obscure. Elle se déployait autour de mon corps électrisé, à la peau blanche et hérissée par le froid, aussi sensible sur toute sa surface que ma verge raidie ou mon anus qui picotait. C'était une invitation au pire débordement, aux jeux les plus insanes et les plus transgressifs. Et puisque le corps tendre et chaud que je désirais se refusait à moi, alors je me servais de sa maison comme je me serais servi de lui. Je faisais l'amour à sa maison. J'entrais partout. Je me couchais dans les lits, m'étendais sur les tables ou les tapis. Je me frottais le derrière contre le coin des meubles, me branlais dans les fauteuils ou dans les armoires closes au milieu de vêtements sentant la poussière et la naphtaline. Ces pensées disloquées, cet épuisement frénétique des possibilités avait pris la place du temps. Les levers, les couchers de soleil ne faisaient que marquer le rythme, comme la faim ou la soif ou les besoins naturels, comme le sommeil qui surgissait à n'importe quel moment pour m'engloutir, réparer mes forces et me rendre à la misère de mon corps. Das gesamte Dritte Reich war vor allem auch eine Sexualorgie. Das war eigentlich unglaublich, obwohl dieser prüde Kerl da oben, dieser Oberverbrecher Hitler saß, aber es wurde ein wahnsinniges, teilweise geheimes, aber sehr brennendes Sexualleben geführt. Also wurde da wahllos herumgebumst, dass es sicher für die persönlich eine Freude war. Für mich ist das Buch von dem Little wirklich richtig toll, weil er sich an keinerlei Geschmacksgrenzen hält, an keinerlei allgemein geforderte Wohlverhalten hält, sondern einfach es richtig beim Namen nennt. C'est un livre totalement scandaleux. Totalement par le sujet, par la manière de le traiter, par les détails, par cette folie du meurtre, par l'érotologie invraisemblable, l'érotisme. Moi, ça m'a fait beaucoup prendre conscience que les historiens ne pouvaient pas tout dire et ne devaient pas tout dire, et que c'était les écrivains qui pouvaient davantage avoir la liberté intellectuelle, la fantaisie, de faire ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils voulaient, à condition que, on y revient toujours, que ça marche. Et pour que ça marche, ça s'appelle la littérature. Cette plongée dans les ténèbres de l'âme humaine, Jonathan Littell l'a poursuivie, en d'autres lieux, d'autres époques et sous d'autres formes artistiques. Sillonnant les fronts de guerre à travers la planète, Littell a continué à creuser ces mêmes obsessions. Cinéma documentaire, reportages au long cours en compagnie de photographes de guerre, littérature érotique et même mise en scène d'opéra.
C'est une œuvre en perpétuelle construction, où l'on retrouve la même écriture clinique que celle de Max Auer. Comme s'il poursuivait désormais son grand voyage, seul, sans l'entremise de sa créature. I think there is a connection with The Kindly Ones in that he is very concerned with historical accuracy and also very concerned with the victim's point of view. I mean, none of his articles are he doesn't just recount what's happening in the country the way like an AP reporter would. He definitely takes sides. He becomes part of the action. And I think that's similar to the narrator. I mean, he becomes completely immersed in the story, and we become immersed in the story too. You know, war is probably the most extreme form of human experience, and clearly just because of that, it's fascinating. I mean, if you're interested in humanity, war is you see the most extreme manifestations of humanity, good and bad. But clearly some people have, you know, more of an affinity for this than others. And that's, you know, probably very mysterious. Whatever else Moby Dick is about, and of course Moby Dick looks very different from Les Bienveillantes, it's about trying to know everything about one thing. It enacts the metaphor of the moth and the candle, because the only moment when Ahab finally gets to commune with the whale is the moment of his own death, right? If you get so close that you touch it, it also means that you'll die. We can think about these incidents, we can think about this history, but we cannot ever get close enough that we are there. There's always the tiny gap, finally, that will separate the representation from the thing itself. Is Littell a moralist to you? Yes. Oh, I think Littell is absolutely a moralist. Not in the cliched way, but I think he's a moralist in the sense of important writers who are forcing you to reevaluate what you thought morality was. That's a more important moralist. Puis la porte s'ouvrit et le Führer apparut. Tous, simultanément, nous nous raidîmes, lançâmes nos bras en l'air et beuglâmes notre salut. Jamais je n'avais vu le Führer d'aussi près. Son visage paraissait jaune, hagard, gonflé, les yeux restaient fixes, inertes, puis se mettaient à scier violemment. Une goutte de bave perlait au coin de sa bouche. Au fur et à mesure que le Führer se rapprochait de moi, mon attention se fixait sur son nez. Je n'avais jamais remarqué à quel point ce nez était large et mal proportionné. Il avait une base épaisse et des ailes plates. Une petite cassure de l'arête en relevait le bout. Le Führer se rapprochait et je continuais à l'observer. Puis il fut devant moi. Je constatais avec étonnement que sa casquette m'arrivait à peine au niveau des yeux. Alors je me penchai et mordis son nez bulbeux à pleines dents, jusqu'au sang. Aujourd'hui encore, je serais incapable de vous dire pourquoi j'ai fait cela. Je n'ai tout simplement pas pu me retenir.